Eh bien, durant cette session, nous allons vraiment parler de ce que c'est que l'intelligence artificielle. On en parle, on en parle. Il y a eu beaucoup de buzzwords là-dessus. Et réellement, nous allons rentrer dans le détail de ce que c'est que l'intelligence artificielle. Ce mois sera le mois de l'IA et nous allons montrer à quel point l'IA est une vraie révolution. Ce n'est pas juste un mouvement de tendance qui va s'estomper dans un an, dans 2 ans, mais aujourd'hui, on ne peut rien faire d'autre que avec l'assistance de l'IA. Et ceux qui auront su l'adopter seront ceux qui seront à la pointe. Travailler sans IA aujourd'hui est un challenge que j'aimerais pas avoir et surtout ne pas donner la possibilité aux gens de pouvoir attraper et de pouvoir prendre ce train qui est en marche. Parce que les cartes sont rebattues complètement et l'IA aujourd'hui est l'élément qui vient rechanger les normes, rechanger la donne. Et ce serait intéressant de comprendre ce que c'est que l'IA, histoire de commencer même à l'intégrer au sein de vos instances et en entreprise. Parce que l'IA, ce n'est pas juste quelque chose qui va partir, c'est quelque chose qu'il va falloir apprendre et maîtriser. Donc, sans plus tarder, commençons aujourd'hui par expliquer ce que c'est que l'IA. Mais tout d'abord, que faisons-nous chez Cloud Inspire? Chez Cloud Inspire, nous aidons les sociétés à opérer leur système d'information comme un cloud. Nous venons avec une solution clé en main qui permet aux sociétés de gérer leur système d'information on-prem comme un cloud, avec les mêmes fonctions que vous retrouvez sur le cloud, mais que vous pouvez avoir on-premise sans les contraintes que cela implique en matière d'investissement en ingénierie et en matière de compétences. Nous apportons vraiment toutes ces solutions-là clé en main pour vous aider à bâtir une solution cloud avec l'existant et surtout commencer maintenant à intégrer l'intelligence artificielle. Nous faisons une solution complète de bout en bout en intégrant le cloud, les infrastructures de sauvegarde, les infrastructures de supervision, comme vous l'avez vu la dernière fois, et la gestion des applications. On le verra aussi comment est-ce on peut déployer des applications avec notre nouvelle plateforme de, de DevOps et de MLOps. Vous aurez l'occasion de découvrir en avant-première cette nouvelle solution que nous sommes en train de lancer, qui sera en complément de la Cloud Factory. Donc, c'est un événement, un moment assez exceptionnel qui est là aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer ce que c'est que nous allons commencer à parler de l'IA et de comment est-ce qu'il faut l'intégrer. Mais avant d'intégrer l'IA dans votre système, il faudra d'abord comprendre ce que c'est que l'IA. Donc, dans cette cadre room, nous allons d'abord définir ce que c'est que l'IA, voir l'historique, voir les différents contextes, voir les différents contextes et voir ce que c'est que le deep learning, ce que c'est que le machine learning, les différents langages et les différents modèles de langage et ce qu'on appelle les bases de données vectorielles et les datasets et comment est-ce qu'on entraîne un modèle pour faire du fine-tuning et faire du RAG. Et nous allons passer à la partie démo où nous allons montrer comment est-ce que on peut déployer tout cela avec la même facilité et voir la différence entre des instances qui sont déployées avec du GPU et des modèles qui sont déployés sans GPU et faire quelques petits tests de configuration avec l'intelligence artificielle. Si cela vous va, Alors, Dani, on t'attend un peu de loin. Si tu peux te rapprocher du micro ou bien ah, augmenter le d'accord. volume. Là, vous m'entendez beaucoup mieux? Un peu, merci. D'accord, parfait. Merci, merci pour le retour. Allez, si tout cela vous convient, vous pouvez faire un pouce pour me dire si ça vous convient. Si c'est le cas, on démarre. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle est une notion qui est forgée au milieu des années 50, donc ce n'est pas nouveau. Dans la foulée des réflexions des mathématiciens comme Alan Turing, qui se demandaient si un ordinateur saurait un jour penser ou s'il n'était pas capable de faire comme un humain, donc comme un jeu d'imitation.
Donc ce qu'on appelle imitation game. Est-ce que tu connais Alan Turing? Alan Turing, c'est un mathématicien de Cambridge qui a aidé les Alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale à décoder le système de chiffrage qui était utilisé par les Allemands. Donc, il a utilisé déjà à l'époque un système qui devait penser comme un humain, utiliser des systèmes de cryptographie pour pouvoir déchiffrer un système qui était, comment dire, réputé indéchiffrable. Donc, c'est déjà à l'époque, on parlait déjà de l'intelligence artificielle, de comment est-ce qu'un ordinateur pouvait penser comme un homme. Donc, ce n'est pas un truc nouveau. Donc, comment aujourd'hui l'intelligence artificielle est définie par le Parlement européen? On va prendre plusieurs définitions. D'accord? Donc, le Parlement européen définit l'intelligence artificielle comme tout outil utilisé par une machine qui est capable de reproduire des comportements qui sont liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité. Maintenant, comment est-ce que l'intelligence artificielle euh, est décrite par ChatGPT, on verra ça tout à l'heure, par OpenAI. OpenAI, l'intelligence artificielle ou l'IA, dans le domaine, est un domaine de l'informatique qui vise à créer des systèmes qui sont capables de simuler des capacités humaines, telles que la compréhension, le raisonnement, l'apprentissage et la prise de décision. En d'autres termes, l'IA permet aux machines d'effectuer des tâches qui normalement nécessitent une intelligence humaine. Ça, c'est ce que ça, c'est la définition de l'intelligence artificielle par ChatGPT. Donc, l'intelligence artificielle est un concept qui est vaste, qui est multidimensionnel, qui est difficile à définir précisément en raison de sa nature étendue et de sa constante évolution. Aujourd'hui, on n'arrive vraiment pas à définir ce que c'est que l'IA. Et comme c'est un processus qui est nouveau, c'est quelque chose qui va encore changer. Donc, il y a moyen de prendre ce train en marche. Mais dans le quotidien, on a toujours eu accès à cet assistant, à cette réflexion, à cette sorte d'intelligence qui nous a toujours accompagnés. On parlera des assistants virtuels. Donc, on a des téléphones avec Apple qui a Siri, Amazon a créé son Alexa, vous avez votre Google Assistant sur lequel vous pouvez dire Siri, OK Siri, ou bien OK Google, ou bien bonjour Alexa, et il va te répondre, il va utiliser un certain nombre de commandes vocales pour répondre à des questions, pour voir, OK, enfin, pour te dire quelle est la météo aujourd'hui. Il va vous donner des informations sur vos calendriers, vos agendas et un certain nombre d'opérations qui sont déjà plus ou moins programmables. Donc, l'IA en tant qu'assistant virtuel existe déjà. Maintenant, on va aller beaucoup plus loin en utilisant des solutions comme des solutions personnalisées, Netflix, YouTube, Amazon, en fonction de votre profil, en fonction de vos tendances. Il y aura cette IA va analyser vos préférences et va vous proposer des films, va vous proposer des produits qui peuvent vous intéresser parce qu'ils ont analysé votre comportement. Ils pensent, ils savent ce qui va vous intéresser. Donc, ça, c'est déjà une forme d'intelligence artificielle. Et évidemment, la seule voiture aujourd'hui autonome capable d'être définie par un logiciel qui est la Tesla, la voiture d'Elon Musk, qui va utiliser l'IA pour interpréter votre comportement, votre façon de conduire, et par rapport à cela, va définir un cadre et un mode de comportement de votre voiture. Donc, votre voiture a conscience de son conducteur, bien de son pilote, et va s'adapter par rapport à ses aptitudes. Donc, va réduire peut-être la consommation en énergie ou bien en puissance parce que vous allez trop vite ou bien peut-être pas trop vite. Donc, va définir même le modèle de votre voiture par rapport à votre comportement. Donc, c'est vraiment une évolution dans ce sens. L'IA, vraiment aujourd'hui, c'est la cinquième révolution industrielle. Il y a eu plusieurs révolutions industrielles. La troisième était, il y avait la deuxième révolution, la première révolution industrielle. On a découvert le charbon, on a découvert l'énergie. Après, il y a eu la troisième révolution qui a été la découverte de l'Internet, la mise en place de l'Internet. La quatrième révolution qui a été le cloud et les objets connectés. Donc, ça a été une quatrième révolution. Et aujourd'hui, nous sommes dans la cinquième révolution. Et cette cinquième révolution vient rebattre toutes les cartes.
Donc, pour faire un peu d'histoire, donc déjà en 1943, on présentait le premier modèle mathématique sur la création de ce qu'on appelle un réseau de neurones. Donc, un réseau de neurones, c'est vraiment comme vous avez dans le cerveau humain, il y a des synapses, c'est-à-dire des cellules qui vont pouvoir créer des signaux et se les envoyer pour créer en quelque sorte notre façon de réfléchir. Ça, on va les appeler en fait des neurones qui sont dans nos cerveaux. Et cela a été retraduit dans le domaine de l'IT pour avoir le même comportement. Donc, un neurone va se baser sur le traitement venant d'autres neurones et va pouvoir capitaliser sur sa recherche et il va pouvoir l'optimiser et ajouter d'autres éléments. C'est comme ça qu'on réfléchit. Donc, le premier modèle mathématique a été créé en 1943. Donc, le terme d'intelligence artificielle sera prononcé pour la première fois lors de la conférence de Dartmouth Summer Research Project sur ce qu'on appelle Artificial Intelligence. Donc, en 1956, ce sera prononcé pour la première fois. Et, et 3 ans après, le terme machine learning va naître. Euh, Ça va faire son petit chemin parce que ce sera nouveau. Le premier réseau neuro. C'est là comme ça, le notre il dit, non, demain quand ça a tombé là, ils vont venir dire qui a traité ce cas. Le premier réseau de neurones capable de reconnaître des chiffres écrits à la main va voir le jour et ce sera vraiment une innovation qui sera à l'origine de de ce qu'on appelle le deep learning. Donc, en cette année, cela va générer la première fois en 1997, la machine va battre un humain au jeu d'échecs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du progrès à l'époque. Déjà en 1997, une machine sera capable de battre un humain au jeu d'échecs. Donc, sera capable d'analyser les différents coups, va faire des simulations, va trouver des failles et va battre un humain. Donc, la machine est capable de réfléchir au-delà de ce que l'humain est capable de faire. Mais ça ne pas dire que la machine est plus intelligente que l'homme. Une grosse différence. Donc, et dans les années 2000 et en 2010, il y aura une grosse explosion de ce qu'on appelle des machine learning qui seront une des avancées majeures du deep learning et du deep learning avec des applications de reconnaissance d'images, de reconnaissance de paroles et plus encore. Donc, il y aura des reconnaissances faciales. Je vais pouvoir parler comme Allô Siri. Siri va savoir ce que je lui dis, enfin, je lui dis, il va le décoder et enfin, du moins, va me le transcrire en code, mais il va exécuter l'action enfin, du moins, ce que je lui demande. Donc, je vais pouvoir dessiner, je vais pouvoir écrire et ce sera reconnu automatiquement et va être traduit. Donc, ça, c'est vraiment l'explosion de ce qu'on appelle des machine learning. Donc, la machine est capable d'apprendre de ce que l'humain est en train de dire. Et en 2019 jusqu'en 2023 et jusqu'à présent, il y aura une explosion de l'IA avec cette société, cette startup qui s'appelle OpenAI, qui va lancer son premier projet qui s'appelle ChatGPT 2 et ChatGPT 3. Et ces projets vont vulgariser ce que c'est que l'intelligence artificielle, va pousser ou bien va proposer ce modèle-là dans le contexte au grand public pour que tout le monde réalise concrètement ce que c'est que l'IA. Avant, on savait que c'était qu'on le faisait, mais on n'avait vraiment pas l'importance, on ne voyait pas vraiment l'impact. Et cette société OpenAI va apporter cette vulgarisation de l'intelligence artificielle à travers un prompt sur lequel tu peux écrire tous tes mots, tu peux poser toutes tes questions et elle sera capable d'analyser et de te répondre en te donnant enfin, du moins, des informations qui sont pertinentes et va révolutionner le monde de l'intelligence artificielle. Et là, boum, c'est la grosse révolution. OpenAI et ChatGPT. Donc, qu'est-ce que OpenAI? OpenAI, c'est une organisation de recherche en intelligence artificielle qui est fondée en 2015. Donc, il va falloir faire vraiment la différence entre OpenAI, la société, et ChatGPT, qui est qui est le produit. D'accord? Donc, OpenAI est créé en 2015 et sa mission est de s'assurer que l'IA profite à toute l'humanité. Donc, sa mission, c'est de s'assurer que vraiment l'IA est au service de l'humain.
Et l'OpenAI est à la pointe du développement des modèles IA avancés, notamment des modèles de langage comme le GPT, Generative Pre-trained Transformer. Et ChatGPT est l'un de ces modèles qui est développé et qui est conçu pour comprendre et générer du texte de façon fluide et cohérente. Donc, l'utilisation de ChatGPT est utilisée pour diverses applications telles que l'assistant virtuel, génération de contenu, traduction automatique et bien plus encore. Il peut générer des images, il peut générer de la vidéo, il peut générer un certain nombre de textes, de contenus pour des sites web, de présentations et même des codes. Aujourd'hui, ChatGPT vient vraiment en remplacement et en assistant de beaucoup de secteurs médical, technique, sécurité, développement personnel, bref, va apporter vraiment un grand changement. Donc, OpenAI est le pionnier. OpenAI est le pionnier dans l'IA parce qu'il va apporter son modèle GPT qui va révolutionner le traitement du langage naturel du NLP. Donc, il sera accessible, va apporter des technologies via une interface conviviale, simple d'utilisation. On va pouvoir intégrer une IA en background et va donner cette possibilité-là aux différents utilisateurs de faire leur premier pas vers l'IA. Les développeurs, tout le monde peut commencer à utiliser l'IA sans problème. L'impact sera global et tous les secteurs vont être impactés. Donc, comment l'IA révolutionne notre quotidien? Vous pouvez travailler sans IA parce qu'on travaillait avant sans IA. Mais aujourd'hui, ceux qui vont utiliser l'IA vont faire beaucoup plus vite que ceux qui ne l'utilisent pas. Pourquoi? Parce que l'IA viendra comme un assistant pour vous aider au quotidien à faire des opérations qui peuvent vous prendre du temps, mais qui peut aujourd'hui être automatisé ou bien peut être réduit. Donc, vous lui donnez un contexte, un texte et une opération à faire. Il va vous décrire l'opération vis-à-vis du contexte et va vous proposer des Au solutions revoir, qui sont merci. pré-matchées. Vous pouvez les utiliser telles quelles ou les améliorer. Mais l'idéal serait comment dire, de ne pas laisser l'IA vous générer tout, mais quand même d'avoir un regard là-dessus. Donc, vous pouvez mettre en place un système qui va répondre automatiquement à vos emails, parce que vous avez écrit un email, vous recevez un email, il peut le répondre directement. Vous pouvez demander à ce qu'il vous résume des documents, des Ah, je comptes n'ai pas fait rendus, des attention. livres. Allô? Vous pouvez demander à ce qu'il vous résume des documents qui sont très longs. Il va vous faire la synthèse. Vous pouvez donner un texte. Il va vous le traduire. Donc, vraiment, il vient vraiment révolutionner notre quotidien parce qu'il va apporter cette simplicité, cette facilité. Donc, ChatGPT peut être utilisé pour améliorer l'efficacité et automatiser des tâches et offrir une expérience utilisateur personnalisée. OpenAI, à travers des technologies comme ChatGPT, joue un rôle central dans l'intégration de l'IA dans notre vie quotidienne. D'abord, pour revenir à la base, qu'est-ce que c'est que le réseau de neurones? Le réseau de neurones a été présenté déjà, est à l'origine du comportement, enfin, je vais dire, a été présenté déjà en 1953 et a été conçu sur le comportement du cerveau humain. Donc, les cellules nerveuses seront connectées entre elles et va proposer ce modèle comment dire, chaque nœud va pouvoir être organisé en couches et chaque nœud va pouvoir se baser sur le fonctionnement, le traitement d'un des nœuds et se partager des informations et ainsi de suite. C'est vraiment un système complexe, interconnecté, où chaque nœud va rentrer dans la composition de calcul et d'apprentissage pour que chaque euh, résultat d'une opération soit passé à la couche suivante. Donc, on va parler de réseaux qui vont fonctionner en ajustant les connexions, ce qu'on appelle encore poids entre neurones en réponse aux erreurs qui a fait du moins ce qui a été fait. C'est-à-dire que si je reçois une information et que je la traite pas correctement, je vais réfléchir autrement. Je vais dire, ah tiens, c'est pas la bonne réponse. Comment est-ce que j'améliore? Donc, je fais des itérations dans la tête pour améliorer
l'opération, pareil aussi, le réseau de neurones va fonctionner pareil. Donc, chaque nœud sera un pion qui va, un nœud qui va jouer enfin, l'interaction entre les différents du moins, systèmes pour, pour qu'à la fin, on ait un système qui soit cohérent. Donc, comment est-ce que ça va fonctionner? Si vous voyez le schéma, au centre, nous avons ce qu'on appelle le réseau de neurones qui va permettre de faire ce qu'on appelle du deep learning. Donc, ce sont les algorithmes qui vont fonctionner comme les cellules humaines qui vont fonctionner pour faire le deep learning. Et au-dessus de ce deep learning, on va voir ce qu'on appelle, on va donner la possibilité aux ordinateurs d'apprendre de ce que enfin, les neurones ont eu à faire sans forcément, sans qu'on les a programmés à le faire. Donc, vont apprendre de l'expérience ou bien du résultat du deep learning. Et c'est ça qu'on appelle machine learning. Et au-dessus, vous avez la théorie de développement pour que les ordinateurs utilisent leurs opérations pour euh, comprendre du machine learning et agir comme un humain. Donc là, on va parler de la théorie de développement pour les ordinateurs qui sont capables de performer comme s'ils étaient des humains en utilisant le résultat de leur machine learning et les machine learning elles-mêmes utilisant euh, les, euh, les opérations de connexion et d'apprentissage du deep learning. Donc, c'est tout cela qui forme l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a été construit l'un à la suite de l'autre. Aujourd'hui, on voit le résultat, mais derrière, c'est tout cela qui a été mis en place. Donc, le machine learning, c'est un apprentissage automatique. Le machine learning est un sous-domaine de l'intelligence artificielle qui consiste à créer des algorithmes qui permettent aux machines d'apprendre à partir des données. L'idée est que la machine améliore ses performances sur des tâches qui sont données en analysant les exemples donnés, sans avoir explicitement été programmé pour cette tâche. Donc, les modèles simples de machine learning vont inclure des modèles de régression linéaire, des arbres de décision, ce qu'on appelle des SVN, des machines à vecteurs de support, et aussi des réseaux de neurones simples. Ça, c'est comment fonctionne le machine learning. Donc, le deep learning, lui, c'est un apprentissage profond. Lui, c'est un sous-ensemble du machine learning qui va utiliser des réseaux de neurones artificiels pour plusieurs couches, dont le terme profond. Ces réseaux peuvent apprendre des représentations complexes ou directement à partir des données, notamment des images, du texte et du son. Contrairement au modèle du machine learning classique, le deep learning va exceller dans le traitement des données non structurées et effectuer des tâches qui sont complexes comme la reconnaissance d'images, la traduction automatique et la génération de texte. Vous vous êtes rendu compte que lorsque avant vous naviguez sur Internet, on vous demande, vous avez une image, on vous dit, OK, sélectionnez dans cette image-là une moto. Ou bien on dit, sélectionne dans cette image-là comment dire, une voiture. Ou bien quels sont les panneaux de signalisation qui est au rouge sur l'image. Donc, en faisant ça, derrière, c'est une intelligence artificielle, c'est-à-dire que c'est un deep learning qui va récupérer cette information, va voir est-ce que votre image qui a été générée et les points sur lesquels vous avez cliqué correspondent vraiment aux points qui ont été, comment dire, qui ont été demandés. Et il va vous autoriser à vous connecter ou pas. Là, vous avez dû le voir sur plusieurs sites. C'est vraiment un exemple de comment est-ce qu'on peut analyser une image et de comment est-ce que, on peut en faire des cas concrets à l'époque. Donc, les applications, quel est l'impact de l'IA moderne? Donc, grâce au deep learning et au réseau de neurones, aujourd'hui, l'IA peut reconnaître la voix. On peut avoir des voitures virtuelles, on peut avoir des assistants virtuels. Aujourd'hui, tout ce qu'on dit peut être compris et être traduit dans n'importe quelle langue. Dans n'importe quelle langue, je dis vraiment dans n'importe quelle langue. L'expression, le timbre de la voix peut être reproduit. Aujourd'hui, si je mets ma voix dans une IA, je peux vous parler avec la même intonation en anglais. Je peux parler avec la même intonation en mandarin. Bien dans une langue, si aujourd'hui on développe des langues africaines,
Je vais vous parler dans la langue fond, dans une langue africaine, si ça a été développé. Avec la même intonation, on ne saura même pas que c'est une IA qui est en train de parler. Donc aujourd'hui, l'impact est énorme en fait. Et on peut avoir des personnes qui vont parler et ceci sera traduit automatiquement. Donc, le travail même des traducteurs aujourd'hui est à risque parce qu'on n'a plus besoin de traducteurs aujourd'hui. Quelles sont les différences et les connexions? Donc là, c'est un tableau qui fait la comparaison entre le machine learning, le deep learning et comment est-ce qu'ils sont interconnectés entre eux. Euh, Plus le modèle va nécessiter enfin, du calcul, plus on aura besoin des traitements qui sont gourmands. Donc là, on va revenir là-dessus après. Ce sera beaucoup plus simple lorsqu'on va passer à la partie pratique entre le deep learning et le machine learning et l'intelligence artificielle, le modèle au-dessus. Parce que le réseau de neurones a besoin de beaucoup de calculs et d'opérations en parallèle. Ce qu'aujourd'hui, le CPU, c'est-à-dire les processeurs, ne font pas. On reviendra là-dessus aussi enfin, pour montrer quelle est la différence entre les CPU et les GPU. Vous avez dû entendu parler aussi de ce qu'on appelle des LLM, c'est-à-dire des langages de modèles. Certaines personnes ont dû entendre parler de Mistral, de Olama et d'un certain nombre de langages dans ce sens. Ça, ce sont ce qu'on appelle des LLM. On reviendra dessus. Les LLM, c'est le Large Language Model. Et qu'est-ce que c'est? Ce sont des langages, des modèles d'intelligence artificielle qui sont spécialement conçus pour traiter et générer du texte. Ils sont formés sur de vastes ensembles de données contextuelles et sont capables de comprendre et de produire un langage naturel de manière cohérente. Comment cela fonctionne? Donc, LLM, à partir de milliers, voire des millions de phrases, euh, euh, vont apprendre de cette masse-là pour comprendre la relation entre les mots. Donc, va être capable d'aligner des phrases sans faire des erreurs, sans faire des fautes, parce qu'aura appris d'une masse de données pour faire les corrélations et savoir comment est-ce que ça se passe. Comme un humain, plus on lui donne de l'information, plus il apprend. Ce sera pareil aussi pour l'IA. Donc, cela va permettre de répondre à des questions et d'écrire des articles ou même de traduire des langues parce qu'il aura appris d'une certaine masse d'informations. Donc, l'IA a besoin de la donnée pour pouvoir être opérationnelle. Donc, c'est comme ça que on a créé des modèles de langage, donc les large language models. Donc, les exemples de LLM, donc on parlera de Mistral, on parlera de Llama, qui est développé par Meta. Meta, c'est la société qui a développé Facebook. Ils ont une version open source qui s'appelle Olama, qui est aussi efficace. Il y a le OpenAI qui a sorti son modèle qui est le GPT-3 et le GPT-4. Et vous avez aussi un modèle européen qui s'appelle Claude, qui est aussi un modèle anthropique qui va fonctionner sur des modèles de base et d'assistants virtuels et aura plus une appétence éthique. Donc, la taille des modèles va influer sur leur capacité à faire des combinaisons. Donc, lorsque vous créez un modèle, lorsque vous utilisez un modèle, le modèle aura un volume, une taille qui est mesuré en nombre de paramètres. Et ces paramètres-là, c'est le poids c'est le poids qui justifie l'entraînement de ce modèle à faire des prédictions. Euh, Lorsqu'on va prendre un modèle qui va avoir peut-être 7 milliards de paramètres et voire plus, donc c'est un modèle qui a la possibilité de faire plusieurs combinaisons et d'avoir cette notion de nuance lorsque vous allez, comment dire, l'utiliser. Donc, il va nécessiter plus de ressources parce qu'il sera beaucoup plus volumineux, parce qu'il a reçu un entraînement qui est beaucoup plus volumineux. Mistral, vous avez Mistral, par exemple, ici, vous avez Mistral qui fait 7 milliards de paramètres. Vous avez aussi Mistral Nemo qui fait 3 milliards de paramètres, mais qui a été développé avec avec enfin, des fonctions beaucoup plus poussées et va pouvoir faire un certain nombre de paramètres, enfin, de configuration et d'interconnexion. Ou Lama aussi, solution propriétaire par Facebook.
et Lama et puis Olama. Donc, chacun aura un poids et ce poids-là va déterminer sa capacité à réagir et puis à être utilisé. Lorsque vous avez besoin de faire ces différentes combinaisons, parce que après l'IA a besoin de faire des combinaisons et de vous sortir un résultat cohérent. Et ce résultat cohérent, c'est après plusieurs, comme on va utiliser les neurones pour faire des combinaisons. Et c'est ces combinaisons-là qui vont sortir un résultat cohérent. Mais pour faire ces combinaisons, il a besoin de ce qu'on appelle du processing. Il a besoin de faire enfin, ce calcul très rapidement et à la fin, il doit vous sortir un résultat assez rapidement. Donc, alors que lorsqu'on prend un CPU, le CPU n'est pas conçu pour faire des tâches en parallèle. Donc, il y a bien sûr des bus, mais il ne peut pas faire plusieurs calculs à la fois, contrairement aux cartes graphiques qui sont beaucoup plus, par défaut, conçus pour avoir plusieurs opérations parallèles. Donc, lorsque vous allez faire un modèle qui va utiliser que du CPU, vous allez vous rendre compte que vous allez très vite être limité en temps de traitement parce que ça va mettre beaucoup de temps pour pouvoir répondre. Quand même il le fera, vous pouvez attendre 10, 20, des fois 30 secondes, même des fois 1 minute, le temps qu'il finisse de faire son calcul et après vous donne le résultat. Contrairement au GPU, qui va nécessiter un calcul beaucoup plus rapide parce qu'il est conçu pour ça et va pouvoir vous donner une réponse dans 1 seconde, en 2 secondes, des fois en une fraction de seconde. Donc, plus vous avez un des serveurs GPU qui ont de la capacité et du volume et du CPU, plus vous allez avoir un modèle qui pourra s'entraîner, qui pourra répondre rapidement et faire des combinaisons et ajuster les paramètres, du moins aux besoins. Donc, il est important d'avoir le GPU pour faire de l'intelligence artificielle et la société qui fait aujourd'hui les GPU, qui est la société qui va pouvoir, comment on dit, qui vulgarise et qui lance, qui est la plus cotée en matière de cartes graphiques, c'est NVIDIA, qui va, qui va offrir des cartes graphiques, qui va permettre de faire l'entraînement des IA. Donc, vous avez des NVIDIA A100 qui sont utilisés pour entraîner les IA et construire des modèles. Vous avez des V100 qui sont moins puissantes que les A100, mais restent très efficaces. Vous avez les RTX, les 3090, qui sont aussi des cartes graphiques pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, qui va offrir les mêmes fonctionnalités. Maintenant, en fonction du modèle que vous voulez entraîner, vous devez prendre une carte graphique qui soit adaptée. Donc, lorsque vous avez la masse de données sur laquelle vous devez travailler, vous avez le GPU qui va vouloir faire, enfin, du moins ces combinaisons. Derrière, vous avez besoin de ce qu'on appelle une base de données. Euh, cette base de données sera ce qu'on appelle dans le domaine de l'intelligence artificielle, on les appelle des bases de données vectorielles. Donc, cette donnée-là, pour que l'IA puisse faire ces différentes combinaisons, elle a besoin d'avoir une base de ressources. Et cette base de ressources-là est convertie, est transformée en ce qu'on appelle des bases de données vectorielles ou ce qu'on appelle encore des datasets. Donc, les données sont au cœur de l'intelligence artificielle et vont fournir des informations nécessaires pour entraîner des modèles et vont leur permettre aussi de faire de nouveaux apprentissages sur des éléments concrets. L'intelligence artificielle est capable de donner des informations de faire des phrases. Tu dis bonjour, il va te dire bonjour. Tu dis que s'est-il passé en 1945 entre la France et l'Allemagne? Avant d'avoir cette information, l'IA a besoin d'aller à la source, à une source documentaire qui va lui dire qu'en 1945, il y a eu la guerre entre la France et l'Allemagne. Donc, sans cette information, l'IA est incapable de savoir ce qui se passe. Je ne sais pas si vous voyez la différence. L'IA est capable d'écrire des phrases, est capable de faire des phrases qui sont cohérentes. Mais pour que l'information ait un sens, il lui faut une base documentaire. Et cette base documentaire-là est au centre de tout ce que l'IA est capable de donner comme information, qui soit juste ou erronée. Donc, si vous donnez des informations qui sont erronées, c'est sûr que à la fin, l'IA vous dira quelque chose qui n'est pas vrai. L'IA se base toujours sur une source de données pour donner une information. J'ai une base de données, je dis, OK, IA, donne-moi le nom des différents de mes
des différents clients qui sont venus, qui ont ouvert une société en Côte d'Ivoire en 2017. L'IA est incapable de savoir cette information. Mais par contre, si je lui donne une masse de données pour lui dire que voici la liste des sociétés qui ont été créées en 2017, 2018 et en 2019, il est capable d'aller les rechercher, de les compter et de me dire en 2017, il y a eu 5 millions de sociétés qui ont été créées, dont 50 SAS, 25 SARL, 1000 sociétés unipersonnelles et ainsi de suite. Mais sans l'information de la base de données ou bien cette base d'information, il est incapable de me dire, de me donner une réponse. Quand bien même elle sait construire des phrases et faire les enchaînements nécessaires. Donc, c'est important de lui donner une information, une base documentaire, et c'est ça qui, plus les informations que vous donnez sont des informations de qualité, plus l'IA est capable de fonctionner correctement et de vous donner des informations qui, qui en valent la peine et qui soient cohérentes. Donc, l'IA va stocker ces informations dans ce qu'on appelle dans une base de données vectorielle, qui est un type de base de données qui a été conçu pour stocker et générer des vecteurs, c'est-à-dire une représentation numérique des données. Donc, ce qui va permettre à l'IA de pouvoir faire des comparaisons entre une vidéo, entre plusieurs vidéos pour savoir, ah tiens, entre ces différentes vidéos, il y a une similitude. Donc, puisque tout ce que vous donnez comme information, l'IA va le découper en deux petits morceaux qu'on appelle le chunk et va les vectoriser. Et c'est ça qui va lui permettre d'avoir sa base de connaissances et par rapport à ces différents vecteurs, et qu'il sera capable de faire des rapprochements pour savoir, j'entends un son, ce son-là est coupé en deux petits morceaux. Donc, j'entends l'IA est capable de détecter le beat, le son et de pouvoir comparer ce son-là avec un autre son venant d'une autre source. Parce que l'autre source aussi sera découpée en deux petits morceaux et va pouvoir faire les comparaisons et des rapprochements. Et c'est ça qui fera que l'IA est capable de savoir qu'une information qui a reçue est comparable à telle autre information parce qu'il pourra faire la jonction entre le rapprochement entre ces différents éléments. Donc, ça, on en a déjà parlé. Lorsque vous avez cette masse de données, cette masse de données sera structurée au sein de ce qu'on appelle un dataset. Ce sont datasets, c'est sa base de données. Et sa base de données sera utilisée pour entraîner l'IA et va contenir des millions d'exemples pour pouvoir comprendre ce qui se passe au fait. Donc, lorsqu'on va prendre un dataset, on va dire que dans un dataset, on pourra avoir euh, une image avec des différentes étiquettes. On va dire ça, c'est un chien. Donc, sera que lorsqu'on lui donne une information qui ressemble à ça, il sera que ça c'est un chien, ça c'est un chat, ça c'est un pot, ça c'est un téléphone, ça c'est un ordinateur, ça c'est un humain, ça c'est une bouche, ça c'est un nez, ça c'est une main, ça c'est un algorithme. Donc, on va pouvoir faire ces rapprochements parce qu'il connaît déjà un exemple, une similitude de tout ce qu'on lui donne comme information. Il va pouvoir comparer au fait. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir la, la qualité de votre dataset va déterminer la performance de votre modèle. Donc, si vous donnez des informations qui sont biaisées, qui ne sont pas vraies, qui sont incorrectes, l'IA va vous donner des informations qui ne sont pas correctes. Et souvent, lorsque vous avez des informations qui sont correctes, vous allez dire l'IA ne connaît rien. Non, c'est parce que les informations que l'IA a ne sont pas correctes. C'est tout. Donc, une fois que vous avez l'IA qui est opérationnel, vous avez votre dataset, il va falloir l'entraîner. Plus vous l'entraînez, plus il sera efficace. Plus vous l'entraînez, plus il saura répondre à vos questions et plus il saura être, comment dire, il va plus être spécialisé. Donc, c'est quoi l'entraînement? L'entraînement va consister à lui apprendre et à reconnaître des motifs à partir des décisions, à partir des masses de données, pour lui dire, OK, je te donne cette information, ça, je veux que tu en fasses telle opération. Je te donne une base de données. À l'intérieur de cette base de données, tu as la liste des différents utilisateurs. Je veux que tu considères que ces utilisateurs-là sont des potentiels pirates. Donc, il sera que la liste de ces personnes-là sont des menaces. Je te donne la liste de cette information
lorsque tu vois tel type d'informations, ne les utilise pas parce que c'est des informations à caractère néfaste pour les enfants. Donc, ne les utilise pas, ne les traite pas. Donc, c'est comme ça que vous allez montrer à l'IA euh, s- un certain nombre d'informations et va pouvoir faire ses jugements et, et faire ses prédictions. Parce que c'est intéressant, parce que ce que fait l'IA, c'est ce côté de prédiction, parce qu'il a une base d'informations, une base de données, et ça qui va lui permettre de faire des prédictions. Donc, en lui donnant des informations, en entraînant à ne pas faire certaines choses, c'est comme un humain aussi, il ne le fera pas. Vous dites, lorsque tu as ces informations-là, ne les utilise pas, parce que ce sont des informations qui sont dangereuses, qui sont néfastes. C'est de la enfin, criminalité, c'est du, voilà, c'est du drug abuse, ne les utilise pas, c'est des, voilà, ici, bref, on donne des informations et c'est tout cela qui fera que l'IA aura une base d'entraînement et sera performante au fait. Donc, une fois que vous faites entraînement, il y a ce qu'on appelle le fine-tuning. Le fine-tuning, c'est on va ajuster des modèles qui sont déjà pré-entraînés pour qu'ils soient beaucoup plus performants dans un domaine spécifique. Donc, on va plus lui euh, euh, lui apporter de la masse d'informations, mais on va juste ajuster sa façon de réfléchir ou bien afin d'interpréter certains résultats. Donc, c'est ça qu'on va appeler du fine tuning. Donc, c'est un processus qui va permettre d'ajuster un modèle qui est déjà entraîné sur un nouveau dataset spécifique pour qu'il apprenne de ce modèle-là pour apporter comment dire, de la richesse en plus de ce qui euh, lui a été déjà montré comme apprentissage. Donc, il vient déjà avec une base de connaissances, une base de données et on lui donne des éléments en plus pour qu'il ajuste sa réflexion et ses réponses. Donc, l'avantage de ce modèle, c'est que on va éviter qu'il ne raconte du n'importe quoi parce qu'on va juste ajuster et affiner. Il prend moins de temps à être fait parce qu'il y a déjà un existant et va faire des opérations qui sont beaucoup plus propres. Les avantages, c'est le gain de temps, l'amélioration des performances, comme je le disais tout à l'heure. Donc, on va éviter ce qu'on appelle des hallucinations. Les hallucinations, c'est lorsque l'IA raconte du n'importe quoi. Donc, elle part dans les délires. Donc, va dire des choses qui ne sont pas vraies. Donc, en lui donnant le fine-tuning, en fait, faisant le fine-tuning, vous réduisez ce qu'on appelle de l'hallucination. Vous allez entendre parler aussi de ce qu'on appelle le RAG. Le RAG, beaucoup de personnes vous diront le RAG, je sais faire du RAG et tout. C'est super intéressant. Le RAG, comme son nom le dit, c'est du Retrieval Augmented Generation, qui est une technique qui va combiner deux approches d'intelligence artificielle, la génération et la récupération d'informations. Donc, le RAG, comment ça fonctionne? D'abord, il va faire de la récupération. Donc, va récupérer une réponse sur le modèle de recherche des informations qui sont pertinentes de la base de données ou du dataset ou bien du corpus de données de masse d'informations que vous voulez utiliser. Donc, cela va permettre d'enrichir les réponses pour avoir des informations beaucoup plus factuelles et beaucoup plus précises. Donc, à partir de ça, on va pouvoir générer une information qui va être beaucoup plus appropriée. Donc, on va récupérer une masse d'informations et va pouvoir générer quelque chose en utilisant, bien sûr, cette technique. L'important, c'est qu'il va apporter quelque chose que le fine-tuning ne fera pas. Donc, va s'appuyer sur des données concrètes et va pouvoir euh, euh, donner des réponses qui sont beaucoup plus précises que la prédiction. Contrairement au fine-tuning, le fine-tuning va toujours utiliser ce qu'on appelle la prédiction. Donc, il va utiliser la base de connaissances de l'IA pour donner des réponses. Contrairement au RAG, où on va lui donner des informations à sortir. Donc, les réponses ne vont plus se baser sur la façon de l'IA à faire de la prédiction, mais plutôt sur des informations que l'IA ira chercher elle-même, va la traiter et va ressortir l'information. Donc, cette information-là sera beaucoup plus précise. Dans le cadre, par exemple, d'une base de données. Prenons le cas d'une base de données d'entreprise qu'on a envie d'utiliser avec l'IA. On ne va pas demander à l'IA d'imaginer des choses dans la base de données ou bien d'imaginer des choses en utilisant cette base de données. Non. On va dire de faire des opérations concrètes vis-à-vis de ce que la base de données contient comme information. Donc, si on lui dit de sortir la liste des utilisateurs, ce sera du RAG qu'on va demander. Donc, l'IA ira faire la recherche
en base de données en sortant la liste des utilisateurs et en les affichant. Donc ça, c'est du RAG. Donc ce n'est pas l'IA qui va imaginer quoi que ce soit. Par contre, dans l'autre côté, si on fait du fine-tuning, l'IA va se dire, j'ai cette information en base de données, j'ai cette information ici, je vais faire mon analyse entre les deux et je vais pouvoir sortir quelque chose qui ne soit pas trop loin de ce que je connais déjà. Donc, va te faire une prédiction entre ce qu'elle connaît déjà et ce qu'on lui demande comme information. Alors que le RAG va se dire, je vais en base de données, je récupère l'information, tu connais des choses, j'en ai rien à faire, je te demande de les ressortir et de les transcrire correctement. Donc, l'IA ira en base de données, récupère l'information, va la transcrire parce qu'elle sait écrire très bien, c'est la traduire en français très bien, c'est la traduire en chinois, en mandarin, en anglais, parfait. Va me sortir l'information, va me faire le tableau qu'il faut parce que ça, c'est du RAG. Donc, c'est ça qui permet d'avoir des systèmes beaucoup plus pointus et avoir, par exemple, des systèmes comme des chatbots où je vais poser des questions à l'intelligence artificielle pour dire quelle est la liste, comment est-ce que je crée une machine virtuelle sur la Cloud Factory. L'intelligence artificielle va aller dans notre base documentaire, va chercher les informations qu'il faut et va sortir les réponses adaptées. Pour créer une machine dans la Cloud Factory, connectez-vous à l'interface de votre Cloud Factory, cliquez sur Créer une machine, cliquez sur les différentes informations de paramètres et après, cliquez sur Déployer. Voilà comment vous créez une machine. Et ainsi de suite. Parce qu'on lui aurait donné cette information, elle serait capable de la retranscrire. Et lorsque vous avez votre bibliothèque de données, open source, il y a l'équivalent de Facebook, enfin, je dis Facebook, de GitLab ou bien de GitHub. Vous avez son équivalent avec des modèles d'intelligence artificielle qui s'appelle le Hugging Face. C'est super mignon. Et sur laquelle vous avez la bibliothèque de l'intelligence artificielle. Sur cette place, sur cette marketplace, vous avez la crème de la crème de tout ce qui est fait aujourd'hui en matière d'intelligence artificielle. C'est une plateforme qui est prisée par la plupart des data scientists, ceux qui font du machine learning et ceux qui font du DevOps et ainsi de suite. Donc, si vous avez, je vous invite aussi à créer votre profil là-dessus. C'est super intéressant de voir quels sont les différents modèles de base de données, de modèles de langage qui sont écrits, qui sont améliorés. Vous allez tout voir à cet endroit. Donc, ça s'appelle huggingface.co, bien quelque chose comme ça. On ira là-dessus tout à l'heure et on verra comment est-ce que tout cela fonctionne. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, on va passer à la partie démo où je vais vous montrer comment, déjà en utilisant notre nouvelle plateforme de DevOps et de MLOps, pour vous montrer comment est-ce qu'aujourd'hui on est capable de déployer des machines, des environnements et de l'intelligence artificielle avec un chat GPT qui sera privé, sur lequel on va commencer à travailler avec. Est-ce que vous avez des questions? Et dernièrement, j'ai deux questions ou trois, si c'est possible. Vas-y. D'accord. Merci vraiment pour l'exposé déjà. Ma première question, j'ai noté Mistral qui a environ 3 millions de Oui, paramètres. Je n'ai pas bien compris c'est ça. le thème paramètres. Ça, c'est la première. La seconde, je voulais avoir la différence entre les trois points que tu avais cités pour l'IA, à savoir l'entraînement, le Mhm. fine-tuning et puis le RAG. C'est vrai que j'ai compris un peu pour le RAG, Oui, mais pour le fine-tuning, l'entraînement de l'IA, je n'ai pas bien compris. d'accord. OK. Et Hmm. la troisième question? Non, la troisième question, je pense que ce n'est pas une question, mais je vais me hâter à aller sur le Hugging Face là. Je pense que ça va être intéressant. Ça va. Merci. Donc, merci. Je prends, je prends le point et je réponds juste après la démo. D'accord? Je prends le point. Est-ce que tu peux noter les points et je les reprends juste après la démo? D'accord? Allez, c'est parti. Donc, je vais vous montrer notre nouvelle interface. Vous voyez toujours mon écran ou pas? Donc, ça, c'est notre nouvelle interface de DevOps. Dans laquelle tous ceux qui ont des projets peuvent commencer à créer leur projet, peuvent créer
les environnements de production, de pré-production et déployer des images automatiquement, des applications et des environnements. Donc, cette plateforme va pouvoir déployer automatiquement les environnements, des serveurs sur des serveurs et va générer les clés et les certificats automatiquement. Donc, sur cette plateforme, j'ai plusieurs projets et dans un projet, j'ai plusieurs environnements et j'ai des serveurs sur lesquels je dois pouvoir travailler. Donc, j'ai un serveur GPU qui va faire du NVIDIA 4000 FF ADA génération et j'ai l'interface de la Pass Factory. Donc, c'est plus la cloud, mais c'est la Pass Factory. Donc, je vais prendre l'instance de la Cloud Room, par exemple. Lorsque je vais prendre l'instance de la Cloud Room, je vais pouvoir, à partir de son environnement, avoir plusieurs environnements, soit de production que je peux avoir. Et dans cet environnement de production, je vais pouvoir créer des ressources. Et dans ces ressources, je peux utiliser des ressources venant du GitLab, donc mes scripts venant de GitLab ou bien de GitHub. Je peux créer et utiliser des Dockerfile, Compose. Je peux déployer directement des bases de données, Redis, Postgres, Dragonfly, des bases de données Postgres, MySQL, MariaDB. Ou bien je peux déployer d'autres applications de type authentique, change, classique. Bref, la liste elle est longue. Voici toutes les applications que je suis capable de déployer. Et automatiquement, en un clic, l'application est déployée. Donc, je peux même déployer du Grafana, Grafana avec du Postgres, SQL. Vous pouvez même mettre vos propres images à l'intérieur et vous pouvez être capable de déployer du Minayo et ainsi de suite. Donc, la liste, elle est très longue. Donc, nous, dans notre cas, nous allons utiliser la plateforme là pour déployer notre premier serveur, notre propre chat GPT. Donc, je vais me connecter sur le repo de Cloud Inspire. Le repo de Cloud Inspire, j'ai un projet qui s'appelle Open Web UI, dans lequel nous avons écrit un certain nombre de scripts, où nous avons un Docker Compose qui va nous permettre de déployer notre propre ChatGPT. Donc voilà notre ChatGPT qui va utiliser ici, on dit d'utiliser du GPU, donc il va utiliser du GPU ici pour être déployé. Et nous avons aussi un deuxième Docker Compose qui va utiliser que du CPU only. Donc ici, c'est du CPU. Donc la partie GPU est mise en commentaire. Donc comment est-ce que cela va fonctionner sur notre environnement? Dans notre environnement, je vais choisir de déployer à partir d'un repo Git. Donc je choisis le repo Git et je choisis un déploiement sur le serveur qui a du GPU. Donc, vous avez besoin d'avoir du GPU sur la machine pour pouvoir l'utiliser, à partir GPU. Donc, je prends la clé qui va avec et je vais pouvoir copier le lien de mon repo ici. Donc, je vais choisir le repo tel qu'il est là. Je prends le Git et je dis, OK, déploie-moi en utilisant ce serveur Git-là. Je lui dis la branche à utiliser, c'est la branche main et le type de déploiement que je vais utiliser, c'est du Docker Compose. Donc, je choisis Docker Compose dans les build packs. Et là, il va me dire, OK, il va charger le Docker Compose, et ainsi de suite. Donc, il me dit le nom du fichier qu'il va utiliser, ce sera à la racine de mon repository. Le nom sera docker-compose.yaml qu'il va utiliser. Si c'est un autre nom, je vais lui mettre l'autre nom derrière. Ici, je le fais charger. Et là, il va me charger la configuration de mon Docker Compose en mettant un certain nombre de paramètres. Donc, il me crée le nom de mon projet qui est là, que je peux changer. Je peux l'appeler chat GPT. Voilà, GPT. Voilà. Je donne une description et je dis, il me charge automatiquement le contenu de mon Docker Compose qui est là. Il a récupéré, il a trouvé. Je vais lui dire d'utiliser un nom de domaine euh, ici pour la partie interface graphique. Donc, je lui mets l'interface graphique ici. Je dis qu'il utilise ce nom-là, ou bien je peux demander à générer un nom automatiquement. Donc, il va me déployer l'information en utilisant chatgpt.cloud.asphere.aome.io. Et une fois que c'est bon, je sauvegarde, je m'assure que l'information est sauvegardée, je fais deploy.
Et voilà comment est-ce qu'aujourd'hui, je suis capable de déployer une instance de ChatGPT directement à travers la plateforme. Donc, je vais lancer deux installations. Une installation qui va utiliser du CPU et une autre installation qui va utiliser comment dire, du GPU. Donc, comme ça, vous allez bien voir quelle est la différence entre les deux. Donc là, il est en train de faire l'installation. On va lui laisser le temps de finir la configuration. Pendant ce moment, je vais relancer une autre installation qui va utiliser que du CPU. Donc là, je reviens sur la partie. Donc, j'ai mon chat GPT qui est là. Je vais écrire faire un nouveau projet. Je prends toujours le projet privé ici. Je choisis le serveur. Maintenant, l'autre, je n'ai pas dit d'utiliser du GPU. Donc, je reprends toujours mon modèle qui est là. Sauf que je vais lui dire d'utiliser un autre Docker. Je vais dire d'utiliser le Docker Compose ici qui utilise juste le CPU. Donc, ce sera du Docker Compose.cpu.yaml. Donc, je dis, OK, utilise ça. Le bit path, c'est du Docker Compose. Et pendant qu'il est en train de configurer, je dis, OK, utilise ça plus cpu.yaml. Et je dis, continue. Ah, non, la branche main, la branche principale. Donc là, il est en train de charger. Il a chargé la configuration. Il va charger. Il va me sortir la configuration de mon serveur, sachant que vous avez vu ici, je n'ai plus de GPU. Donc, de l'autre côté, j'avais du GPU, mais ici, je n'ai plus de GPU. Donc, il va utiliser le CPU pour gérer enfin, du moins pour l'instant. Ici, je vais appeler ChatGPT. Euh, ChatGPT. Je vais dire CPU en ligne. Je donne un nom à ce projet, le open, la partie de ici, je vais l'appeler le nom de ce projet, je vais l'appeler ici le domaine, je vais l'appeler ChatGPT-cpu.cloud.asphere. Et une fois que je suis OK avec ce contenu, je fais Save, je sauvegarde. Et une fois qu'il a sauvegardé, je vais faire un deploy. Donc là, il va lancer aussi l'installation de ce ChatGPT CPU only. Maintenant, je peux revenir à mes produits ici. Donc, il y a le ChatGPT qui est là, qui va utiliser du GPU, et le ChatGPT qui est là, qui va utiliser du CPU. Vous allez voir la différence entre les deux. Là, je vais prendre le ChatGPT qui va utiliser du GPU. Donc, encore dessus, j'ai la partie lien qui est créée automatiquement. Je vais pouvoir ouvrir le lien que je viens de créer. Donc, il va me faire une installation. Voilà, j'ai mon ChatGPT qui est là. Donc, je vais dire, je vais m'enregistrer. C'est une nouvelle installation. Donc, je vais dire que c'est Dani à point. Euh, voilà. L'email, je vais mettre mon adresse email, dani@cloud-inspire.io. Mon password, je mets mon password, mon super password. Je fais create, je fais save. Et là, il me dit, OK, bienvenue dans la nouvelle interface. Il me donne les informations nécessaires sur mon ChatGPT. Là, je suis dans une interface de ChatGPT. Il me dit, Hello, Danny, how can I help you today? Maintenant, ici, c'est juste une interface. Je n'ai pas encore de modèle derrière. Donc, pour utiliser un modèle, j'ai besoin de télécharger un modèle. Donc, je vais dire ici, télécharge-moi le modèle Mistral. Je peux prendre du Mistral ou bien je vais prendre du Mistral Nemo. Donc, je vais prendre Mistral, par exemple. Donc, je vais faire du pool Mistral. Donc, là, je dis, OK, télécharge-moi le Mistral. Donc, il est en train de télécharger le Mistral. Donc, il va télécharger un modèle, puisque c'est grâce au modèle que je vais pouvoir, comment dire, poser mes questions, puisque ça, j'ai l'interface, mais je n'ai pas encore enfin, le modèle. Et si vous avez bien compris, c'est le modèle qui va faire référence derrière, qui est déjà entraîné sur la base du machine learning et qui, derrière, aura des informations pour faire les traitements, les correspondants nécessaires en utilisant comment s'appelle, le réseau de neurones, le deep learning. Donc voilà, ça va assez rapidement. Voilà. Pardon. Donc là, il est en train de télécharger le modèle. Donc, il me dit qu'il a vérifié la signature du modèle. Le modèle est installé. Et là, je peux choisir maintenant le modèle, ici, Mistral, 7 milliards de paramètres.
à utiliser, qui fait au total 3 gigas, quelque chose ici. Voilà, 3 gigas 8. Donc, je choisis ce modèle et je vais lui dire, je vais pouvoir poser des questions. Je vais dire bonjour, bonjour, allez. Et là, il me dit bonjour, je vais bien. Euh, comment de toi? Bonjour, monsieur, tout va bien, merci. Et toi, comment? Cette phrase est une phrase, on va dire, il dit euh, qui es-tu? Je suis un assistant d'intelligence artificielle conçu par Société Mistral AI spécialisé dans la rédaction des tests à partir du domaine. Voilà. Donc, il me donne des informations sur, je veux dire, écris-moi un code pour télécharger une, une image, écris-moi un code en Python, voilà, Python, pour télécharger une image euh, sur une image, par exemple, tout simplement. Voilà, donc il va me créer le code classique. Ça, c'est ce que là, je peux lui donner aussi d'autres, enfin, d'autres éléments, d'autres documents. Je peux lui donner, je peux lui pousser des fichiers. Je lui donne des fichiers, il va pouvoir les analyser, me donner des réponses là-dessus. Je lui donne un acte de naissance, je lui donne mes fiches d'impôt. Il va pouvoir me dire combien je paie d'impôts et ainsi de suite. C'est ce que je ne ferai pas ici. Donc, voilà comment est-ce qu'aujourd'hui, je peux utiliser, j'ai un chat GPT qui est privé, qui n'est connecté à aucune source, donc que je pourrais utiliser. Ce modèle-là est capable d'utiliser plusieurs, je peux lui dire aussi, télécharge-moi du Mistral, Mistral Nemo, par exemple, Mistral Nemo. Donc, je vais télécharger le Mistral Nemo, qui est aussi une version comme Mistral, mais qui est beaucoup plus petite. Donc, il va télécharger aussi. Et je peux lui demander des questions en fonction de différents modèles. Il va me répondre. Donc, je peux avoir plusieurs modèles que j'interroge en même temps. Donc, pendant qu'il est en train de télécharger, nous, on va aller plutôt maintenant voir que s'est-il passé sur la version CPU, n'est-ce pas? Donc, allons maintenant sur la version CPU only. On a vu que le site a fini de s'installer. Donc, on va cliquer sur le lien. Allez, c'est parti. Il me dit, OK, lui aussi, là, il vient de s'installer. Donc, c'est ChatGPT-CPU only. Donc, lui n'a pas de GPU. Je vais m'enregistrer aussi. Donc, je vais dire Dani euh, C, ou bien Dani K, tout simplement. Donc, lui, je le mets aussi toujours Dani at cloudflyer.io. Le mot de passe, je mets la même chose. Et je crée mon compte. Donc, lui aussi, il vient de s'enregistrer. Il me dit bienvenue, merci. Mais sauf que lui, il ne fonctionne que sur du CPU. Donc, je vais lui demander aussi de prendre du Mistral. Lui aussi n'a pas de, de modèle. Donc, il va télécharger le modèle pour moi. Et vous allez voir la différence entre les deux. Un modèle qui utilise du GPU et un modèle qui n'utilise pas. Qui va utiliser que du CPU et le modèle qui va utiliser que du GPU. Voilà, on va attendre qu'il finisse. Et voilà, fini, parfait. Je choisis le modèle qui m'intéresse, 7 milliards de paramètres, et je dis bonjour, tout simplement. Et là, ce modèle-là n'utilise pas de GPU. Vous avez vu le temps qu'il met pour répondre? Je vais lui dire maintenant, je vais poser la question de m'écrire la même chose, demander la même chose, de m'écrire le code. Et
Je vais écrire le code ici. Je vais dire, écris-moi un code en Python pour télécharger. Écris-moi un code en Python pour télécharger un script, euh, euh, pour télécharger une image. Bon, je pense que là, je vais aller dormir là. Je ne sais pas si vous voyez la différence au fait. Là, il est en train de m'écrire dans... Peux-tu me traduire cela en français? Donc, je pense qu'il n'est même pas en français. Voilà. Alors que là, j'ai pas de... euh, euh, je peux demander, qu'est-ce que je peux lui demander? Quelle une idée? Quelle une idée pour que je pose la question? Envoyez-moi peut-être un message dans le chat pour me donner une idée de ce que je peux lui demander. Et puis, on va s'arrêter là pour, et je réponds aux questions de Christian. Ou bien, vous pouvez l'utiliser aussi, je peux vous mettre le lien dans le chat, vous pouvez l'utiliser aussi, hein. Je vous mets le lien dans le chat. Je vais le détruire ce soir, donc vous avez de quoi l'utiliser maintenant. Donc, vous créez un compte là-dessus. Je mets le chat ici. Je mets les deux liens dans le chat. Là, ça, c'est le chat GPT qui utilise du GPU. Et l'autre, le chat GPT qui est sans GPU. Donc voilà, vous pouvez les utiliser. Si vous créez un compte, il va vous demander de valider. Je vais vous autoriser à vous connecter là-dessus. Et puis, une fois que c'est bon, vous pouvez voir vous-même la différence entre les deux. Donc, pour répondre à la question de Christian, quelle sera la différence entre un modèle qui est entraîné, un modèle qui est fine-tuné et du RAG? Si c'est vraiment la question. Donc, par défaut, lorsque vous avez un modèle, le modèle est déjà entraîné parce qu'il a une base de connaissances. Donc, c'est un modèle qui connaît déjà, qui est déjà pré-entraîné sur un certain nombre d'éléments. Donc, un modèle viendra toujours avec une certaine connaissance d'une information parce que ce sera à partir de cette information qu'elle saura faire des différentes combinaisons. Donc, n'importe quel modèle aura une base de connaissances. Donc, c'est déjà un modèle qui est déjà pré-entraîné. Peut-être pas dans le domaine que vous voulez. Donc, c'est un domaine qui a été entraîné dans un domaine peut-être spécifique, soit générique, mais vous, vous êtes dans un domaine beaucoup plus IT, un domaine médical, un domaine comment dire, juriste, un domaine finance, voilà, et c'est pas forcément votre domaine. Maintenant, vous pouvez le fine-tuner pour qu'il réponde plus à vos besoins. Donc, lui, l'ajuster pour qu'il réponde plus aux questions qui sont posées dans le domaine médical. Donc là, c'est le fine-tuning. Donc, vous l'ajustez, vous améliorez l'existant pour que vous ayez quelque chose qui soit pas trop loin de ce qu'il est à demander, mais qui change, qui soit beaucoup plus précis, beaucoup plus spécifique. Ça, c'est le fine-tuning. Maintenant, si vous faites du RAG, le RAG, lui, va se dire, tu as une base de connaissances, c'est bien. Tu sais écrire des phrases, c'est bien. Mais lorsqu'on te posera des questions, moi, je veux que tu ailles chercher en base de données. Je veux que tu ailles chercher dans la base de documentaire que je t'ai précisé ici pour me sortir les informations dont j'aurai besoin. Donc, pour faire des analyses, des archives, des documents qui sont beaucoup plus poussés, on va utiliser plus du RAG. Pour rester dans le générique conversationnel, on va rester dans ce modèle ChatGPT.
ou c'est par là, je pose des questions, il va me répondre, il va m'envoyer des informations, ainsi de suite. Mais si dans un domaine beaucoup plus pointu, chatbot, j'ai comment dire, un domaine médical dans lequel je veux m'assurer que que les patients aient la bonne information, je vais pas laisser l'intelligence artificielle deviner des choses. Il faudrait que je lui dise, si tu as besoin de conseils, va chercher des informations chez ce médecin parce que je lui ai donné la liste des médecins traitants. Là, c'est du RAG, là, c'est du précis. Et derrière, il va écrire tout le contexte qu'il faut bien pour dire, si vous êtes malade, prenez le soin d'appeler le médecin qui se trouve à telle adresse. Parce que je lui ai donné des informations avec du RAG. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc, voilà comment est-ce qu'on peut utiliser le chat GPT pour, je dis chat GPT, enfin, des outils d'IA pour pouvoir faire pour pouvoir faire le déploiement. Il y a aussi un modèle qui s'appelle, on peut aller même sur Hugging Face. Hugging Face. Donc, sur Hugging Face, vous avez des modèles qui sont OpenAI, qui font du Whisper. Le Whisper permet de traduire un texte d'écrire, de prendre une voix, de la voix et de traduire ça en texte. Donc là, supposons que je prenne par exemple ça, un texte que je peux dire. Going along slushy country roads and speaking to damp audiences in drafty schoolrooms day after day for a fortnight. He'll have to put in an appearance at some place of worship on Sunday morning, and he can come to us immediately afterwards. Donc, je peux même enregistrer ma voix et lui demander de me traduire le contenu, en fait. Donc là, je peux par exemple faire le browse. Ici, je peux lui donner en entrée une image, en fait, je dis un son, ça peut être une vidéo, ce que je peux trouver. Voilà, je prends un sample par exemple. Ça, c'est un fichier vidéo, audio que je lui donne. Et si je dis de compute, là, je vais jouer. Before he had time to answer, a much encumbered Vera burst into the room with the question, I say, can I leave these here? These were a small black pig and a lusty specimen of black-red gamecock. Ça, c'est le contenu de ce fichier vidéo. Mais je peux demander de me compute ça et de le traduire en test. Donc, en cliquant dessus, ça, c'est ce qu'il a. Ça, c'est le contenu du, du fichier audio. Donc, après, je peux le mettre derrière, je peux le traduire automatiquement. Si je prends ça et que je l'envoie, je dis OK, copie. Je vais dans mon chat GPT ici, je dis peux-tu me traduire ça en. Peux-tu traduire ce texte en français. Voilà. Et là, il va le traduire en français. Voilà, en fait. Dani, Oui, ce même test-là, tu peux le faire sur le chat GPT avec CPU. Je veux voir la différence, s'il te plaît. d'accord. Ça, c'est avec le GPU, mais ça, c'est avec le CPU. Peux-tu me traduire? Là, il est parti chercher, là. Là, il est parti chercher. Là, vous avez vu la différence ou pas? Là, il est Et en train elle est nette. Elle est vraiment nette. voilà, en fait, là, lorsque je demande des choses beaucoup plus poussées, voilà, donc j'ai même pas encore la réponse. Parce que là, j'utilise que du CPU, que du CPU. Et il n'a même pas encore fini. J'ai le temps même de dormir, de me réveiller. Donc, voilà un exemple. Voilà. Donc, lorsque ça va demander plus de traitement, où il doit faire la comparaison entre les différents, va tu commences à utiliser comment dire, du neurone et faire des paramètres et pour pouvoir faire des combinaisons. Euh,
Voilà. Donc, voilà un texte qui a été, comment dire, je peux même demander de me faire la lecture, hein. Donc, je peux demander de me lire ça aussi. Je pense que je peux lire. Maro, aqui hail texto traducido al franques. Avant quil pus rapenda, un vira encumbre estate entre dans lapis. Non, c'est Avant que lui ni pus rapenda, un vira. bon, c'est pas intéressant la partie à faire lecture. Il faut donner d'autres, enfin, d'autres éléments, d'autres voies. Donc, voilà comment est-ce que ça fonctionne, les GPU, les centres GPU. Pourquoi vous avez besoin d'avoir du GPU pour pouvoir faire l'intelligence artificielle? Parce qu'il a besoin de faire des calculs et c'est comme ça que vous pouvez avoir des informations beaucoup plus rapides. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je tiens à vous remercier pour votre disponibilité aujourd'hui. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Donc, vous pouvez utiliser la plateforme, hein. Si vous créez vos comptes, vous allez pouvoir les voir sur la plateforme et puis vous laisser vous connecter là-dessus pour pouvoir vous amuser, voir comment est-ce que ça fonctionne. Et ne mettez aucune information sensible là-dessus, aucune information personnelle. C'est juste à titre de démo. Ce soir, la machine va s'arrêter. Je vais détruire les instances. Donc, vous avez de quoi pratiquer, en fait. Donc, tout ça a été fait sur notre nouvelle plateforme de déploiement de DevOps que je vais vous présenter aussi après, dans d'autres contextes pour les équipes qui font du développement, pour qu'elles soient autonomes pour déployer leurs serveurs, leurs applications et les tester directement à travers cette interface. Donc, voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va continuer. Et la semaine prochaine, ce sera sur l'IA et la confidentialité et l'éthique. Construire un futur sécurisé. Les cloud room, nous allons à partir de maintenant les faire les mercredis et de 13h à 14h, plus les jeudis. Et donc, ce sera maintenant les mercredis room. Merci à vous. Restez connectés. Nous allons partager d'autres informations aussi sur nos prochaines formations. Nous avons aussi prévu des formations aussi qui vont se passer dans la journée d'AFNOG, AFNOG, AIS. Et nous allons aussi faire des formations aussi à distance à partir sur la cybersécurité aussi. Mais ça, ce sera plus vers la fin du mois depuis la Roumanie. Donc, merci à vous. Merci encore une fois d'être là. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses, que l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Vous devez l'utiliser, mais il faut savoir l'utiliser en entreprise. Ce n'est pas faire du chat GPT comme on a pu le faire, où c'est vous donner des données sensibles au monde entier, mais il faut le faire avec la bonne éthique. Et c'est ce que nous ferons la semaine prochaine pour apporter la confidentialité. Aujourd'hui, ce sont les données que vous donnez à l'IA, ce sont les données qui sont sensibles. Maintenant, qui a accès à ces informations? Vous ne pouvez pas donner de vos informations d'entreprise à une entité qui est externe à votre entreprise. Donc, ce serait intéressant de voir comment est-ce que vous pouvez construire en toute comment dire, responsabilité des infrastructures avec l'IA qui seront entraînées sur des données et vos modèles à vous, avec des documents à vous, avec votre base à vous, et tout en respectant l'éthique de votre entreprise en matière d'accessibilité, qui a accès à quoi, avec quel niveau d'autorisation et qui peut faire quoi. C'est ce que nous ferons donc pour bâtir un futur sécurisé. Allez, merci à vous et à très vite.